Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors on soit ici souvent des petits entrepreneurs, et ce n'est pas du tout péjoratif, qui ont quelques employés. On va s'intéresser aujourd'hui à l'hypercroissance, comment chevaucher l'hypercroissance quand on a une entreprise qui pousse comme un champignon. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. Vous êtes le cofondateur de Selectra. Qu'est-ce que c'est Selectra en quelques mots? Alors Selectra, c'est un comparateur des contrats de la maison, donc pour l'électricité, pour le gaz, pour l'Internet, le mobile ou les assurances. On rassemble toute l'information au même endroit et on permet à chacun de comparer son budget avec les différentes offres du marché pour pouvoir faire son choix. On va revenir sur cette belle entreprise, cette belle aventure qui, en l'espace d'une dizaine d'années, est passée de 2 associés à 1700 collaborateurs. On va essayer de comprendre comment tout ça s'est passé. Mais on commence toujours par un petit focus sur l'actualité avec des sujets, j'imagine, qui vous tiennent à cœur. La crise des marchés de l'énergie, notamment. Vous savez que le prix du gaz est au plus haut, que ça pose des tas de problèmes à toute la chaîne de valeur de l'énergie, des consommateurs, au gouvernement qui tentent de contrôler ces prix du gaz, et puis aussi aux fournisseurs d'énergie dont nombre sont ceux qui ont fait faillite ou qui se sont retirés du marché. Oui, parce que c'est une partie de votre cœur de métier, arbitrer ces contrats énergétiques. J'imagine que c'est une grosse partie de votre business. Oui, tout à fait. L'énergie, c'est encore 70% peut-être de notre activité. Donc ça, c'est tout à fait significatif. Et alors, cette hausse des prix de l'énergie, est-ce que ça incite justement les consommateurs à arbitrer davantage, à chercher les bonnes affaires ? Alors oui, on a eu beaucoup de fournisseurs d'énergie qui ont augmenté leurs prix de façon drastique en France, notamment en fin d'année 2021. Donc ça a entraîné des vagues de départ de fournisseurs d'énergie et donc de clients qui étaient à la recherche d'une nouvelle offre, donc qui ont beaucoup favorisé notre activité. Depuis, au contraire, avec les différents gels de prix du gouvernement, il y a eu beaucoup de consommateurs qui sont restés au tarif réglementé, un peu par peur de changer, alors même qu'il existe toujours aujourd'hui des offres moins chères pour l'électricité comme pour le gaz. Et où est-ce qu'on va, à votre avis, vous qui êtes un spécialiste, on peut dire aussi de ces enjeux et ces questions de prix? Est-ce que vous pensez qu'on va sortir bientôt de ce tunnel? C'est parti pour rester longtemps à des prix élevés? Vous avez une analyse? Oui, alors en fait, vous savez, les tarifs réglementés du gaz ont été gelés en octobre. Depuis, la Commission de régulation de l'énergie calcule le prix du gaz tel qu'il devrait être aujourd'hui si on n'avait pas mis le gel. Et aujourd'hui, on est quand même à plus 50% par rapport au gel et qui était déjà intervenu après une hausse de l'ordre de 40% ou 50%. Donc vous voyez qu'on est loin d'être descendu à la normale et qu'on est dans une période qui malheureusement est peut-être faite pour durer. C'est peut-être l'occasion de se poser des questions sur notre modèle énergétique et la transition écologique qui pourrait être menée. Oui, je crois que c'est un peu en réflexion, en effet, avec la place du nucléaire, par exemple, qui est un outil d'indépendance énergétique pour la France, le développement toujours plus d'énergie renouvelable. Et vous avez une énergie chouchoute, ou en tout cas, vous aimeriez qu'on accélère dans une direction. Je vous laisse nous expliquer. Oui, en fait, le biométhane est une énergie peu connue et qui pourrait vraiment nous aider dans le cadre de cette crise. Alors, c'est quoi le biométhane? Alors, vous mettez des déchets organiques, par exemple des déchets agricoles, dans une grande cuve qu'on appelle un méthaniseur. Vous les laissez fermenter et ça émet du méthane. Le méthane, le même gaz qu'on retrouve dans le sous-sol. Et c'est le processus naturel qui se passe un petit peu partout. C'est la décomposition en humus des matières organiques. Et ce méthane, vous pouvez le récupérer et l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Et les consommateurs peuvent choisir des offres de gaz biométhane pour leur propre consommation d'énergie. Et ça, c'est un gros potentiel? Alors, c'est un gros potentiel. Pourquoi? Parce que, d'après GRDF, c'est 30% de la consommation... GRDF, c'est le gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France. C'est l'équivalent d'Enedis pour l'électricité? Exactement. Donc, vous avez 30% de la consommation de gaz en France qui pourrait être couvert à l'horizon 2030 par le biométhane. Et ça a plein de vertus, puisque écologiquement, vous avez un très bon bilan carbone. Vous faites un gaz made in France. Pourquoi un bon bilan carbone? Alors un bon bilan carbone parce que si vous aviez laissé ces déchets fermenter à l'air libre, ils auraient émis le gaz méthane directement dans l'atmosphère. Or c'est un très puissant gaz à effet de serre. Donc ça vous ne voulez pas, vous préférez récupérer ce méthane pour le brûler dans votre chaudière ou dans votre cuisine. Et donc ça permettrait en effet de s'affranchir en partie d'une
dépendance au gaz russe, en l'occurrence, parce que c'est actuellement un enjeu avec cette guerre en Ukraine. Exactement. Si notre objectif, c'est de réduire massivement les importations russes, l'une des options, c'est évidemment d'importer plus d'ailleurs, mais on peut aussi produire beaucoup plus en France. Et donc 30% de la consommation nationale à horizon 2030, grâce au biométhane, c'est possible si on s'y met tous. Et en plus, ça permet de piloter les pics ou les baisses de demande, parce que ça, c'est un des enjeux de l'énergie renouvelable. Une éolienne ne fonctionne pas tout le temps, un panneau solaire non plus. Ça permettrait aussi d'absorber ces à-coups. Alors, dans le gaz, on a des réserves à l'échelle française qui permettent de piocher à demande, donc d'arrêter et de reprendre la consommation. Donc, ça se pose moins comme question que dans l'électricité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des effets positifs divers. Donc, par exemple, offrir un revenu complémentaire à nos agriculteurs français, puisque ce sont eux, pour la plupart, qui détiennent ces unités de méthanisation. Je renvoie à nos téléspectateurs à une émission qu'on avait réalisée il y a quelques temps sur une entreprise qui s'appelle Nénuphar et qui était sur ce business. Ça veut dire que vous, Xavier, vous intéressez beaucoup à ce qu'il y a derrière votre site et votre, votre plateforme pour arbitrer les meilleurs contrats et essayer d'économiser de l'argent. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'aller en profondeur, comprendre les mécanismes de l'Internet, de l'énergie ou autre. Oui, tout à fait. Donc ça demande d'aller beaucoup plus loin que le simple affichage des offres, puisqu'on a besoin de comprendre tout ce qui se passe derrière pour pouvoir dire aux consommateurs, bah voilà, pour vous, qu'est-ce que ça change concrètement. Et en fait, tout ce qui se passe en amont aura des répercussions sur les prix et aussi sur la nature des offres qui seront proposées. Et aussi sur la durabilité, on pourrait dire, de ces offres. Ce n'est pas juste un coup de pub et on sait qu'on a une filière derrière qui peut continuer à approvisionner ces tarifs avantageux. Exactement. Donc, quand on choisit son contrat de fourniture d'énergie, vous avez raison, vous avez un impact prix très important, c'est le sujet numéro 1, mais aussi un sujet nature de l'offre. 1 kWh ne ressemble pas tant que ça à un autre kilowattheure, puisque tout dépend comment est-ce qu'il a été produit. Et alors, ça qui est passionnant dans votre aventure entrepreneuriale, et justement, on va parler de ce chapitre de Selectra. Alors, Selectra, j'aime bien poser la question à mes invités. Le nom, qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom ? Alors, vous avez la partie sélection, donc évidemment qui reflète notre métier de comparaison. Et puis bien sûr la partie électricité qui était notre cœur de métier au tout départ, avant qu'on élargisse nos activités plutôt vers les box internet, les forfaits mobiles ou les assurances. Alors justement, revenons sur la façon dont est né Selectra. Qu'est-ce qui a été l'étincelle du démarrage ? On était tous les deux étudiants avec mon associé. Et un soir, il m'a envoyé un message disant « Est-ce que je peux passer chez toi ? Je sors de soirée. » Il était plus de minuit. Moi, j'avais des amis qui partaient de mon dîner. Et puis, dans cette soirée, assez tard, finalement, il m'a dit « Ah, si on crée une boîte ?» Donc, j'ai dit « Ah, bon, pourquoi pas ?» Voilà, avec un niveau de conviction très faible. Oui, vous dites demain, on aura oublié tout ça. Voilà. Et on se demande une boîte de quoi ? Et on avait lu dans les journaux. Ah, parce que vous ne saviez pas forcément, quand vous dites on va s'associer pour créer une boîte, vous ne saviez pas encore de quoi ? Non, mais sous les 5 minutes, l'idée s'est imposée. D'accord. Parce qu'on avait lu dans les journaux que tout le monde allait pouvoir choisir son fournisseur d'énergie au 1er juillet 2007. On était en mars 2007 à l'époque. Et on s'est dit, si tout le monde peut choisir, ça veut dire qu'il y a besoin d'un endroit pour regrouper l'information plutôt que d'aller chercher sur les sites de tous les fournisseurs d'énergie. Mieux vaut créer un comparateur qui va permettre d'apporter la réponse qu'il souhaite au consommateur, à savoir qui est le moins cher pour la meilleure énergie. C'était un quel coût finalement de l'énergie. Exactement, ouais, c'était cette époque-là. Parce qu'à l'époque, en effet, il y avait des comparateurs comme Quelcoût qui avaient montré la voie, oui, sur d'autres business. Beaucoup de comparateurs d'assurance qui étaient déjà nés aussi, puisque c'est vraiment la vache à lait des comparateurs traditionnellement, c'était le secteur des assurances à cette époque. Comme quoi, il faut lire la presse, lire les journaux, ça peut donner de bonnes idées. Absolument, ça je confirme. Et ces comparateurs historiques, comparateurs comme Quelcoût d'assurance, ils ne sont pas allés sur ce marché tout de suite ? Non, alors c'est un marché qui n'intéressait personne, puisque tout le monde se moquait bien de choisir son fournisseur d'énergie à l'époque. On avait très peu d'intérêt des Français pour changer de fournisseur. Et du coup, aucun acteur de marché n'avait vraiment envisagé qu'il puisse y avoir un gros business qui allait naître sur ces thématiques-là. Et alors, quand est-ce qu'il est né ce gros business ? Alors, bien plus tardivement, peut-être d'entre les années 2013 et 2015, tout ça a commencé à s'accélérer plus sérieusement. C'est-à-dire qu'entre la création de 2007 et 2013, c'était un peu en céphalogramme plat ? Oui, nous, on était en parallèle en études. Donc, on travaillait 3 heures par semaine pour rigoler.
et on faisait 300 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais. Et ça nous amusait déjà beaucoup. Donc voilà, c'était plus. Donc ça a commencé en comme veille. ça. Et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on en fasse un business sérieux. Oui, tout à fait. Donc on a commencé à accélérer. On a découvert que la plupart de nos clients, en fait, étaient en situation de déménagement. Tout le monde se moquait bien de choisir son fournisseur d'énergie à l'époque. Par contre, quand on déménageait, on était bien obligé de souscrire un contrat. Et là, on avait beaucoup plus de gens qui se posaient la question. Alors souvent dans leur carton, en ayant besoin de faire un choix rapide, etc. Et c'est cette clientèle-là qui avait recours à nos services. Et donc vous avez concentré votre marketing autour de cette population. Exactement. Et puis du coup, on a enrichi notre offre parce que ils nous disaient, est-ce que vous pouvez faire l'internet aussi? Ah, bah non, mais c'est une bonne idée. L'assurance habitation, du coup, qui va aussi avec ces moments de déménagement. Et puis donc plein d'autres services de la maison comme l'entretien de la chaudière. Le gaz évidemment après l'électricité, etc. L'eau évidemment qui était aussi une demande. Et alors, à partir de quand ça a commencé à accélérer? Donc 2013-2015, donc on va dire 2013. Vous êtes combien en 2013? On est peut-être une cinquantaine. Ah quand même, c'est déjà une Ouais, taille. on avait Vous êtes passé commencé de 2 à 50. Hein. Le vrai décollage, c'est mi-2011, dans ces eaux-là. Et alors, je disais qu'on allait s'intéresser à l'hypercroissance, parce que c'est vraiment le cas. Hein. En 10 ans, passer de 2 personnes à 1700 collaborateurs, c'est une grosse accélération. Comment est-ce qu'on vit cette aventure? Alors, ce qui est bien, c'est que ça change tout le temps. L'entreprise n'est jamais la même d'une année sur l'autre, puisqu'elle a grandi, il s'est passé plein de choses. Donc, il faut miser évidemment sur des collaborateurs clés sur lesquels on va s'appuyer, beaucoup délégués. Donc, c'est beaucoup de renonciation finalement à faire les choses comme nous, on a envie qu'elles soient. Ouais. On s'imagine que nous, on le fait à la perfection et que ce sera moins bien fait si ce sont les autres qui vont le faire, alors qu'en réalité, ce sera juste fait différemment. Donc, ça, vous avez dû prendre sur vous, apprendre à manager, à gérer des équipes. Vous êtes formé comment? Alors, beaucoup sur le tas, puisqu'il n'y a pas vraiment de cours de management, en tout cas dans le cursus que j'ai suivi. Et par l'expérience, on fait des erreurs, on voit bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, on se fait des réflexions pour retrouver en fait des motifs qu'on voit, soit des motifs d'échec, soit des motifs de succès, et essayer de les analyser. Les fameux patterns en anglais. Voilà, c'est ça. Les motifs. Maintenant, combien de pays pour Selectra? On est dans 17 pays. 17 pays, avec à chaque fois des bureaux et des collaborateurs, ou c'est centralisé? Alors, on est très éclaté sur plein de sites différents, essentiellement en France, en Espagne et en Italie. Et après, la plupart des autres pays sont gérés depuis l'Espagne ou la France ou l'Italie, sauf le Japon où on a des bureaux aussi, puisque là, on est vraiment sur un site très éloigné, et le Mexique. Et les compétences que vous avez agrégées, donc j'imagine il y a du marketing, un peu de tech, de technique, et puis beaucoup de relations clients, de call center. Ouais, vous avez très bien résumé les choses. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment le référencement, les sites internet, être visible sur la toile. C'est ça qui génère vraiment la valeur. Ouais. Et puis, pour que ça marche, bien sûr, on a besoin d'équipes techniques performantes qui mettent à disposition des consommateurs les meilleurs outils du marché pour faire son choix. Et puis en parallèle, bien sûr, une dose de relations clients avec des compétences commerciales pour pouvoir renseigner les clients qui nous appellent. Parce qu'on a beaucoup d'appels, beaucoup de consommateurs qui choisissent de nous appeler pour avoir des informations. Pour avoir des informations, tout à fait. Le business model, comment est-ce que ça fonctionne? L'émission s'appelle Business Models, donc on s'intéresse toujours un peu au modèle d'affaires. Alors du coup, vous avez des commissions qui sont versées pour chaque contrat signé par notre intermédiaire. Ouais. Donc, si vous allez sur notre plateforme, on référence toutes les offres de tous les fournisseurs, par exemple pour l'énergie, qu'ils soient partenaires ou non. Et du coup, à nous d'être partenaires des fournisseurs les plus compétitifs si on veut gagner notre vie, parce qu'effectivement, ce ne sont que eux qui financent le modèle de Selectra. Et vous disiez, c'est 70% les contrats d'énergie encore de votre activité, donc c'est ça le gros du marché, le plus dynamique. Est-ce qu'il y a des pays, parce que vous êtes dans 17 pays, qui sont plus comment dirais-je, intéressés par justement comparer, arbitrer, changer de prestataire? Oui, tout à fait. Il y a une culture finalement de cet arbitrage. Il y a même une législation puisque l'énergie n'est pas un secteur qui est ouvert dans tous les pays du monde. Dans beaucoup de pays, en réalité, vous ne pouvez pas choisir votre fournisseur d'énergie. C'est le cas dans la plupart des États-Unis notamment, ce qu'on a du mal à réaliser puisqu'on les voit comme
L'ultralibéralisme absolu, pas du tout. Vous avez des monopoles étatiques dans beaucoup d'États américains. Donc du coup, on ne peut exercer ce métier de comparaison de prix pour l'énergie que dans les pays où les consommateurs peuvent effectivement avoir ce choix. Ce qui explique que dans pas mal de pays d'Amérique latine notamment, on ne travaille que sur les télécoms et que notre modèle du coup soit uniquement disponible sur cette verticale-là. Mais alors, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus férus de bonnes affaires que d'autres? Est-ce qu'il y a oui, alors traditionnellement, le Royaume-Uni est le pays des comparateurs qui détient peut-être 70% du marché pour les assurances. Donc 70% des consommateurs font appel à un comparateur quand ils souscrivent un contrat d'assurance au Royaume-Uni. En France, on est plus dans les 15%, 20% maximum, vous voyez. Donc le Royaume-Uni, c'est le pays du comparateur par excellence. Ouais. Est-ce que vous avez calculé déjà combien vous permettez de réaliser d'économies à ceux qui utilisent vos services? Imaginons que j'utilise votre service et je choisisse la meilleure offre Internet, la meilleure offre sur l'eau, sur l'électricité et autres. Est-ce que vous avez fait le calcul? Alors ça peut monter très vite, notamment pour l'Internet, parce qu'il n'est pas rare de diviser une facture par deux. Vous avez vraiment beaucoup de consommateurs qui n'ont jamais challengé le fournisseur historique pour l'Internet et qui du coup se retrouvent à faire des économies extrêmement importantes. Alors notamment dans des périodes promotionnelles d'1 ou 2 ans, mais pas seulement, également même sur la suite du contrat, les économies sont significatives. Donc vous pouvez faire, en cumulant tout, peut-être de l'ordre de 300, 350 € d'économie, mais ça dépend beaucoup du comportement que vous avez adopté avant. Si vous avez déjà fait la chasse aux économies, vous aurez nettement moins d'économies. Et les opérateurs historiques, j'imagine que vous ne travaillez pas avec eux? Alors si, donc par exemple avec Engie pour l'électricité et le gaz. Mais les anciens monopoles, EDF, Orange, ils ont l'impression que leurs banquiers se font? Alors dans beaucoup de cas, on peut travailler avec eux. Alors après, ce sont des acteurs qui vont imposer des règles particulières, par exemple passer exclusivement par Internet et pas forcément au téléphone, ou qui sont en train d'ouvrir tous ces différents canaux d'acquisition. Mais dans beaucoup de cas et dans beaucoup de pays, on travaille avec ces fournisseurs historiques également. Est-ce que vous envisagez d'autres secteurs d'activité? On peut penser aux comparateurs de billets d'avion, d'hôtellerie ou autre. Enfin, peut-être vous le faites déjà d'ailleurs. Non, on reste vraiment sur notre cœur de métier des contrats de la maison. D'accord. Donc c'est vraiment le déménagement, le pivot et c'est votre stratégie. Le déménagement et puis aussi l'analyse et la réduction des factures de façon générale. Donc le moment clé où on déménage et le moment clé où on se dit « Oh là là, tout ça c'est quand même un peu cher, il va falloir que je m'y mette ». Alors comment est-ce que vous pourriez enrichir cette offre ou diversifier finalement votre activité? Alors par exemple, on travaille sur tout ce qui est alarme et vidéosurveillance, qui est un complément naturel qui vient avec les contrats de la maison. D'ailleurs, souvent il y a besoin d'un système, d'une box Internet pour faire fonctionner tout ça. Où on travaille également sur tout ce qui est panneaux solaires, donc en autoconsommation. Donc savoir identifier si on a un logement qui est approprié pour ce type d'installation, combien ça coûte d'installer et quel est le taux de rentabilité de ce type d'investissement pour là aussi réduire les factures d'énergie. Et les travaux domestiques, par exemple, je dois faire repeindre mon salon, est-ce que ça, c'est des choses aussi que vous regardez? Alors aujourd'hui, on ne fait pas, mais on se pose la question. Ce serait moins dans une optique de travaux en tant que tels, mais plutôt des travaux de changement d'énergie ou de travaux de rénovation énergétique. Le pompe à chaleur, ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait, toujours dans cette optique de réduction de la facture d'énergie. On pense également aux bornes de recharge électrique, puisqu'on a beaucoup plus de clients qui aujourd'hui font la demande. Est-ce que vous avez des offres d'énergie spécifiques pour les bornes de recharge? Et alors? Et pourquoi pas des bornes de recharge? Pas encore? Si, tout à fait. On commence à développer ces partenariats. C'est le tout début chez nous de cette nouvelle activité. Bon, et ben voilà pour cette aventure Selectra. On va s'intéresser maintenant à vous, votre parcours, Xavier, en tant qu'entrepreneur. Donc on le rappelle, ça a commencé en tant qu'étudiant. Vous saviez que vous vouliez devenir entrepreneur ou c'est vraiment né de cette conversation avec votre ami qui est devenu votre cofondateur? Alors c'est vraiment né de cette conversation. Vous avez vu la lumière? Je ne sais pas, je me suis laissé porter par le courant. Voilà, je pense que la vie est une affaire de rencontres et de moments un peu clés, qu'il n'est pas toujours facile de prédire quelle rencontre sera clé et quelle rencontre le sera moins. Et voilà, ça a été l'illustration à cette époque. Mais en effet, vous étiez sur les bancs de Sciences Po, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous n'aviez pas réfléchi plus que ça à devenir entrepreneur plutôt qu'un autre métier? Non, moi je pensais plutôt devenir diplomate à un moment donné. D'accord. Et puis j'ai découvert que je n'aimais pas vraiment vivre à l'étranger et que je préférais rester en France. Donc ça n'allait pas le faire. D'accord. Et donc vous avez cette discussion et après, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'on a tous des discussions
fin de soirée avec des copains en se disant on va faire ci, ça, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe le lendemain ou, Avant, on s'est mis au travail. Donc, non, on n'a pas traîné pour le coup, on a exécuté. Donc, Lui aussi était à Sciences Po. ouais, tout à fait. Et donc, aucun de vous deux n'avait de compétences Internet particulières? Aucune. Mais lui a un profil plus intéressé en tout cas par ces sujets et du coup, s'est auto-formé depuis le début sur toutes ces questions. Parce que ça, c'était un enjeu clé, hein. Il fallait créer un site et puis gérer le marketing. Enfin, donc, comment vous y êtes pris? Et bon, on suit les tutos sur Internet qu'on découvre pour savoir comment créer un site. Vous avez tout fait comme ça, en auto-apprentissage. Voilà, on ne se pose pas de questions et on fonce. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et alors, le premier succès, c'était quoi? Alors, en août 2007, donc 5 mois peut-être après avoir eu l'idée, une première vente d'énergie a eu lieu. Donc, vous savez, vous avez un intermédiaire qui s'appelle une plateforme d'affiliation qui a pour clients des annonceurs et également à l'autre bout de la chaîne des éditeurs de contenu comme nous. Et donc, cette plateforme d'affiliation calcule combien de clics venant de votre site ont donné lieu à une vente pour l'annonceur. Donc là, on avait une première vente rémunérée 40 € pour, à l'époque, Poweo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fournisseur d'énergie. C'était Charles Bec-Bédé. Hein. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, on était absolument ravis d'avoir fait nos 40 premiers euros de chiffre d'affaires en août 2007. Champagne, absolument, on s'appelle, on est très contents, etc. Et donc voilà, ça a été un premier succès modeste. Ouais, son premier contrat, c'est toujours peut-être le plus beau. Un beau souvenir, bien sûr. Exactement. Et la première galère, vous avez des choses là-dessus? Alors, première galère, oui, on avait... donc notamment notre principal fournisseur d'énergie partenaire à l'époque, qui s'appelait Direct Energy, qui a racheté Poweo justement. Oui, ça c'était Vera. Oui, tout à fait. Donc qui était investisseur au capital de Direct Energy. Et du coup, le temps d'intégrer Poweo, Direct Energy réduisait beaucoup son acquisition et nous demandait donc de baisser les volumes de contrats qu'on leur apportait. Ce qui était un vrai challenge pour nous parce qu'il y avait très peu de fournisseurs d'énergie à l'époque. Encore une fois, ce marché n'intéressait personne. Ouais. Et c'était un challenge pour nous d'aller trouver d'autres fournisseurs d'énergie qui accepteraient de prendre nos clients tout en leur faisant faire des économies significatives. Bon, en tout cas, vous avez réussi à passer cet écueil. L'émission s'appelle Business Model aussi, en référence aux modèles qui peuvent inspirer, comme les top modèles, mais dans la version business. Est-ce qu'il y a des personnes, connues ou pas, qui vous ont inspiré dans votre parcours ou qui continuent à le faire ? Alors, très bonne question. Je ne sais pas si ce sont vraiment des figures entrepreneuriales. Pas forcément, plutôt, ça peut être... J'ai eu des exemples dans le monde de la religion ou dans dans le sport. Ouais. Alors moi, je suis fan de Alexandra David-Néel. Je ne sais pas si vous voyez qui est cette exploratrice orientaliste du 19e, 20e siècle. Et donc qui, à une époque où évidemment les femmes étaient peut-être moins actives et libres qu'aujourd'hui, a décidé de partir en Asie pour devenir exploratrice et a été la première femme notamment à atteindre, et le premier explorateur européen tout court, hommes et femmes confondus, à atteindre Lhasa, capitale du Tibet, qui à l'époque était cité interdite. Donc les Tibétains déportaient systématiquement toutes les caravanes et explorateurs qui se risquaient en territoire tibétain. Et elle, en fait, s'est déguisée en pèlerin, en vieille grand-mère tibétaine, parce qu'elle avait déjà 56 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, en se mettant du noir sur la face, elle parlait tibétain couramment. Elle mendiait sa nourriture de maison en maison dans les années 1920, vous voyez, au Tibet, jusqu'à atteindre la capitale, ni vu ni connu. Et un bon exemple là de réussite par l'humilité, plutôt que de se ramener avec sa grosse caravane qui était visible à des kilomètres par les troupes tibétaines. Et elle rentrait dans le pays comme une locale. Ni vu ni connu. Et c'est ça qui vous inspire, c'est justement rester sous le radar et... C'est ça que vous trouvez intéressant par rapport à votre parcours? Tout à fait. Puis aussi, elle développe toute une sagesse de l'apprentissage. De la capacité à s'imprégner de nouvelles cultures et de nouvelles façons de penser. Elle transforme totalement sa façon de penser au contact de toute cette culture orientale qui l'imprègne. Et donc, c'est aussi une figure de l'apprentissage, quelque part. Oui, c'est une belle leçon d'entrepreneuriat, en effet. Vous redonnez son nom, Alexandra? Alexandra David-Néel. Je vous invite à visiter sa maison à Digne-les-Bains. D'accord. Vous avez pu faire l'office du tourisme aussi. Tout à fait. Bon, une dernière question. Qu'est-ce qu'on souhaite à Selectra pour la suite? Comment est-ce que vous voyez la suite de l'aventure? Alors, j'ai publié un livre qui est un guide du management en start-up et qui est un peu finalement le chemin idéal vers lequel j'aimerais tendre pour Selectra. Et puis, voilà, j'essaye de le faire partager à nos collaborateurs en interne et à toute personne qui souhaite lire le livre. Et donc, ça dessine un chemin finalement pour
essayer de combiner épanouissement et performance au travail pour essayer de construire une organisation qui marche vraiment dans le long terme et qui donne à chacun envie de se lever le matin avec le sourire aux lèvres. C'est ça l'objectif. Ouais. Donc Il je y a des dirais que c'est recettes ça que je souhaite concrètes, à hein. Selectra vraiment. Il y a une recette concrète, enfin, vous avez des méthodes? Oui, je pense. Alors, par exemple, on a un environnement très anti-réunionnite. Chez nous, la réunion, c'est vraiment la dernière extrémité. Si vous êtes obligé d'organiser une réunion, vous allez organiser une réunion. Mais sinon, vous allez passer par des outils collaboratifs pour discuter en virtuel. Et donc ça change déjà la vie des collaborateurs, parce que combien de personnes se lèvent le matin en disant « Ah bah, j'ai des réunions de 9h à 18h, ma journée de travail, elle Ouais. commence à 18h ». C'est ça. Ben voilà, donc première chose à faire, concrètement, épurer son agenda à fond et mettre la pression sur les organisateurs de réunions pour les dissuader d'organiser une réunion, plutôt que sur les collaborateurs pour qu'ils acceptent la réunion. Ça s'appelle comment ce livre? Il s'appelle le guide du management en start-up. Voilà, dans toutes les bonnes mode crèmeries. start-up. Merci beaucoup Xavier pour avoir partagé cette belle aventure qui est la vôtre. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.